Bonjour à tous, bienvenue à la Bourse du Travail. Je suis Marie Viseau, je travaille au Figaro. Nous sommes réunis et nous avons le plaisir d'être réunis ce matin pour parler d'anticiper les métiers de demain et les besoins de compétences. Puisque évidemment, vous le savez tous, nous sommes dans un marché du travail en profonde mutation, sous l'effet notamment d'une révolution numérique. Et anticiper les évolutions des métiers et des compétences est un enjeu central. Je vois beaucoup de jeunes dans la salle, et de moins jeunes aussi. Mais pour vous, c'est un sujet aussi primordial. C'est un enjeu pour les entreprises qui, pour affronter la concurrence et rester compétitives, doivent accompagner les salariés dans l'adaptation de leurs compétences aux innovations en cours et aux innovations qui vont venir, parce que tout ça, bien sûr, n'est pas terminé. C'est un enjeu pour les individus, pour vous, qui doivent s'insérer sur le marché du travail et offrir les compétences dont l'économie a besoin pour se développer. Alors, on parle aujourd'hui, même s'il y a débat sur ce chiffre, hein, on le sait tous autour de cette table, et peut-être vous aussi, qu'on parle de 300 000 postes, peut-être pas 800 000, 300 000 postes non pourvus dans l'économie. Aujourd'hui, c'est enfin un enjeu pour les organismes de formation qui doivent faire évoluer leur offre et s'adapter, comme tout le monde, au monde qui change. Alors comment fait-on pour anticiper les métiers de demain, pour adapter les compétences, et d'ailleurs quels sont les métiers de demain? Nous avons aujourd'hui à cette table 4 experts qui sont là pour nous éclairer, pour vous répondre, pour débattre. N'hésitez pas d'ailleurs tout au long de ces interventions à noter vos questions, vos interrogations, vos commentaires, et on n'hésitera pas à vous donner la parole à la fin de cette session pour tout ce que vous auriez envie de nous dire. Donc nous avons avec nous aujourd'hui Cécile Joly, qui est chef de projet prospective des métiers et des qualifications à France Stratégie. Je crois que tout est derrière moi. Hein. Nous avons Cyril Nouveau, qui est directeur de... C'est pas votre photo. Moi j'en ai une, c'est votre photo. Donc pardon, je continue avec Cyril Nouveau, moi j'ai la bonne photo, qui est directeur de la direction des statistiques, des études et de l'évaluation chez Pôle emploi. Nous avons Pierre Blanc, qui est associé du cabinet Atling, qui est un cabinet spécialisé dans la banque, et Emmanuelle Pérez, qui est directrice générale adjointe en charge des compétences de l'emploi et de la formation de la plateforme automobile. Voilà, donc merci à eux d'être là. Encore une fois, bienvenue à tous. Et ce que je vais faire sans tarder, c'est leur donner la parole pour qu'ils introduisent chacun à leur manière la façon dont ils abordent ce sujet de l'anticipation des métiers de demain et des nouveaux besoins de compétences. Cécile Joly, avec les cheveux longs, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comment on fait pour effectivement anticiper les métiers de demain? Les métiers de demain, c'est d'abord de la création d'emplois par des entreprises. Et donc, vous m'entendez là? Alors, il faut que je colle comme ça, c'est mieux. Donc, c'est d'abord de la création d'emplois par les entreprises. Donc, il faut déjà savoir dans quel secteur d'activité on va créer de l'emploi. Donc c'est ce que on essaye de faire, si j'arrive à vous passer quelque chose. Mais bon, ça marche pas. Vous pouvez le faire, ouais, comme ça, voilà, ça a l'air d'aller mieux. Encore? Il n'y a pas la fraise? Bon, c'est pas grave. Ah d'accord, bah on fera sans. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas mes jolis graphiques que j'ai passé des heures à faire pour vous. Aujourd'hui, l'économie française est plutôt spécialisée dans les services aux entreprises. C'est une tendance de très long terme qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et comme vous le savez, l'agriculture comme l'industrie détruisent plutôt de l'emploi, et ça aussi sur la longue durée. Donc quand on fait de la prospective et qu'on essaye de prolonger les tendances passées, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a une tertiarisation de l'emploi qui s'accélère, c'est-à-dire que ce sont les services aux entreprises qui vont créer le plus d'emplois. L'économie française est spécialisée dans les services à haute valeur ajoutée, ce qui est pour partie un effet d'optique, puisque les entreprises ont externalisé beaucoup de ces services, c'est-à-dire
aussi bien des services à très haute valeur ajoutée comme la recherche et développement, l'ingénierie, le conseil juridique, etc. Et donc qui a occasionné la création de très grosses entreprises de ce type de service, mais elle a aussi externalisé le secrétariat, la restauration d'entreprise, etc. Et la deuxième grande tendance, qui est aussi une très grande tendance de long terme, c'est qu'on crée de l'emploi dans les services qu'on dit non marchands, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi dans ce qui sont des besoins sociaux, donc l'éducation, la santé, beaucoup, l'action sociale et... Ah, du coup, ça marche. Ouais, mais moi... Ah, voilà. Donc ça, c'était les créations d'emplois par secteur depuis les années 50 jusqu'à 2030. Et donc, en part de l'emploi, vous voyez que les courbes qui montent, les seules qui montent, sont celles des services, et en particulier des services aux entreprises, et qu'en revanche, l'agriculture et l'industrie sont déclinantes. Si on regarde ce que ça donne en termes de métiers, on observe que, effectivement, les métiers qui sont les plus créateurs d'emplois, et là, ce que je vous montre, c'est les prospectives que nous avions réalisées la dernière fois, puisqu'elles sont en train d'être actualisées, mais ce n'est pas terminé. Les métiers qui créent le plus d'emplois et que vont demander les entreprises qui créent de l'emploi, donc, ce sont des métiers de cadre, plutôt des métiers très qualifiés, et des métiers d'aide et de soins aux personnes. Ça traduit effectivement cette évolution que je mentionnais tout à l'heure. Ça traduit aussi cette évolution technologique qui a été évoquée en introduction, qui va faire qu'on va demander une qualification supérieure sur les postes de travail pour pouvoir se servir effectivement de tout un tas de technologies qui bougent très vite. Et puis, on a aussi, parce que nous sommes une société vieillissante, que nous avons aussi des transformations sociologiques qui font que nous avons plutôt une biactivité des couples, et ben, nous avons besoin de services à la personne. Nous prenons soin de nos enfants et nous prenons soin de nos vieux parents. Et puis, ça tombe bien, puisqu'en France, on a une redistribution qui nous le permet, avec des transferts sociaux qui sont relativement considérables. En même temps, quand on a dit la création d'emplois, c'est ça qui va donner les métiers, le portrait n'est pas tout à fait juste, parce que on a des postes nouveaux qui sont créés, mais on a aussi beaucoup de départs, vous allez le voir, parce que comme effectivement nous avons une pyramide des âges qui est extrêmement déséquilibrée, les gens qui sont nés tout en haut du graphique vont arriver en fait à l'âge de la retraite, arrivent déjà à l'âge de la retraite, et donc c'est des postes qui sont pourvus aujourd'hui, mais qui vont devoir être renouvelés, et on va avoir un très grand nombre de départs, et quand on projette ce nombre de départs dans l'avenir, c'est 80% des postes à pourvoir qui seront liés à des départs en fin de carrière, essentiellement de la retraite, mais aussi les gens cessent leurs activités pour d'autres raisons. Et quand on fait la hiérarchie des métiers en fonction des postes à pourvoir et non pas en fonction des créations nettes d'emplois, c'est-à-dire des nouveaux postes, mais de leurs besoins de renouvellement, on a une hiérarchie des métiers qui n'est pas du tout la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et où là, vous allez avoir des métiers qui sont très pourvoyeurs d'emploi et qui sont des métiers vieillissants, comme les agents d'entretien, et vous allez avoir des métiers qui vont détruire de l'emploi, comme les agents de catégorie C de la fonction publique, parce que la fonction publique recrute des gens très qualifiés, de plus en plus qualifiés, et détruit des emplois peu qualifiés. Mais c'est pareil, l'âge moyen des gens en poste est tellement élevé qu'ils vont partir de manière massive en retraite, et que donc il y aura des besoins de renouvellement de postes. Et inversement, les métiers qui étaient en haut du tableau, comme les ingénieurs informatiques ou les personnels d'études et de recherche, qui sont des gens très qualifiés et très demandés sur le marché du travail aujourd'hui, ils se retrouvent plutôt en bas de tableau dans cette perspective de renouvellement et non pas seulement de création de postes.
Je vais peut-être m'arrêter là en disant que, pour finir, qu'effectivement, quand on a ce portrait, ça ne dit pas grand-chose de la manière dont sont transformés les métiers dans leur contenu, et c'est sans doute l'intervention suivante. Sans transition, du coup, je n'ai pas de micro, je vais passer la parole du Pôle emploi. Est-ce que vous pouvez nous apporter sur ce sujet? Alors, merci bien. Donc, Cécile nous a très bien présenté l'exercice de prospective à horizon de 5 à 10 ans que réalise France Stratégie et la DARES, et qu'on utilise beaucoup, qui est très utile pour nous pour avoir cette vision à moyen long terme. Prévoir les métiers de demain et les compétences de demain pour Pôle emploi, c'est parfois aussi prévoir les métiers de demain littéralement. C'est-à-dire qu'on a des demandeurs d'emploi inscrits aujourd'hui qui recherchent un emploi rapidement. On a des entreprises qui ont des besoins de recrutement. Comme vous l'avez rappelé, on estime qu'il y a à peu près 300 000 offres par an qui ne sont pas pourvues faute de candidats. Donc nous, notre première préoccupation, c'est déjà savoir quels sont les besoins de recrutement dans l'année qui vient, savoir vers quelle formation on doit orienter les demandeurs d'emploi quand on ne trouve pas les compétences sur le bassin d'emploi. Et pour ça, on conduit chaque année une enquête assez importante, qui s'appelle Besoin en main-d'œuvre, auprès des entreprises. On interroge 1,7 million d'entreprises sur tout le territoire. Et pourquoi on interroge autant? Justement pour avoir des réponses très localisées, très adaptées, pour savoir bassin d'emploi par bassin d'emploi. Il y a à peu près 400 bassins d'emploi en France. Quels sont les métiers dans lesquels les employeurs expriment des intentions d'embauche? Et on leur demande également, est-ce qu'ils anticipent des difficultés de recrutement sur ces embauches? Et donc ça nous permet de repérer quand sur un territoire, tel métier est très recherché et les employeurs nous disent on pense que ça va être difficile, c'est l'un des indices qu'on utilise pour dire il y a peut-être des efforts de formation particuliers à faire, il y a peut-être à réfléchir, accompagner les employeurs pour adapter leurs besoins. Enfin, voilà. Donc, pour nous, c'est un outil extrêmement utile. Alors, on le fait chaque année, c'est un peu comme Cécile, l'édition 2019, les résultats seront disponibles tout début avril. Mais par exemple, l'an dernier, sur 2018, on observait une très forte hausse des projets de recrutement, de plus 18%. Et on avait également un niveau assez élevé des difficultés de recrutement anticipées, puisque les employeurs nous disaient anticiper des difficultés pour 44% de ces projets. Mais au-delà, encore une fois, de ces résultats généraux, on avait des résultats assez intéressants sur une dynamique très importante dans la construction, dans l'industrie. Et quand on regardait territoire par territoire, ça nous permettait, encore une fois, de déterminer quels étaient les métiers pour lesquels des besoins éventuellement de formation étaient nécessaires. Donc ça, c'est le premier instrument qu'on a à court terme, mais parce que notre enjeu, c'est quand même d'accompagner des demandeurs d'emploi qui sont là aujourd'hui, qui recherchent un emploi aujourd'hui, pas dans 5 ans. Alors après, évidemment, l'idée n'est pas non plus d'orienter, de faire des formations pour un besoin immédiat sur un métier dont on sait qu'il risque très fort de disparaître dans les prochaines années. Donc on a également des éléments sur l'évolution des métiers, des compétences à moyen terme. Alors, on utilise les apports de l'exercice que Cécile a décrit. On voit également dans les offres d'emploi qui nous remontent, les employeurs qui s'adressent à nous pour recruter, on voit apparaître des métiers un peu nouveaux. Alors, les grandes tendances, j'en ai évoqué certaines. Il y a énormément de choses qui évoluent avec l'informatique et les réseaux. Alors, c'est soit des métiers qui existaient déjà, mais dont on voit que les besoins de recrutement sont assez dynamiques et les difficultés de recrutement assez forts. C'est technicien ou ingénieur informatique, par exemple, c'est des métiers sur lesquels on recrute. Soit des métiers nouveaux, technicien et ingénieur réseau, c'est une spécificité qu'on ne trouvait pas ou pas aussi fortement il y a quelques années. Et puis, la transformation, les évolutions technologiques liées à l'informatique n'affectent pas uniquement les métiers du secteur de l'informatique, mais ça affecte beaucoup d'autres métiers. La vente à distance se développe beaucoup. Les métiers de communication évoluent. Chargé de communication web, c'est quelque chose que vous ne voyiez pas il y a quelques années, et maintenant on a un certain nombre d'offres pour ce métier. Et puis, il y a des métiers qui perdurent, mais dont le contenu évolue assez fortement.
Dans le bâtiment ou dans l'architecture, par exemple, aujourd'hui, vous avez de plus en plus l'usage de modélisation informatique, et donc ça veut dire qu'il faut des compétences nouvelles pour obtenir des postes dans ces éléments. Parce que vous faites la différence entre les métiers nouveaux et les métiers en évolution. Oui, tout à fait, parce que ce qui est important pour nous, c'est, au-delà du métier en soi, c'est de savoir quelles sont les compétences nécessaires pour un demandeur d'emploi, puisque ce sont eux qu'on accompagne, pour pouvoir postuler un emploi en ayant des chances d'être recruté. Et donc, du coup, quelles sont les formations. Et donc ça, pour le mesurer, on a, alors je peux citer d'autres exemples, j'ai cité l'informatique, il y a beaucoup de développement de métiers aussi liés à l'environnement et aux questions par exemple, l'ingénieur diagnostic thermique. Il y a des évolutions liées à la dépendance et au métier de soins, tu l'as évoqué aussi. Pour bien mesurer justement quelles sont les compétences attendues et comment elles évoluent, on a différentes choses. On fait un certain nombre d'enquêtes, là aussi auprès d'entreprises, mais aussi, depuis 2-3 ans, Pôle emploi, lorsque vous déposez une offre, l'employeur peut mentionner des compétences qu'il attend. Et de même, les demandeurs d'emploi peuvent mentionner dans le profil qui signale à Pôle emploi les compétences qu'ils ont. Et ça nous permet justement de voir comment, au-delà des métiers, comment évoluent les compétences. Alors, il faut parfois essayer d'interpréter les choses. 6 employeurs sur 10 nous disent que les compétences comportementales sont plus importantes aujourd'hui que les compétences techniques. Qu'est-ce qu'on met derrière? Comment on les mesure? Comment on s'assure que leurs compétences comportementales, ça peut être travail en équipe, capacité à s'organiser, des choses assez transverses. Oui, c'est ça. Donc pour les jeunes qui peuvent être très intéressés par cette démarche très concrète, donc une entreprise va déposer une offre d'emploi sur votre site. Donc racontez-nous, donc il y a une fiche de poste, mais il y a aussi une description assez précise des compétences. Alors, c'est une chose différente. C'est ça, l'employeur peut cocher dans une liste de compétences. Alors c'est à la fois des compétences en effet assez générales, assez comportementales, telles que celles que j'évoquais, capacité à s'organiser, capacité à respecter les règles, mais aussi des compétences techniques qui peuvent être assez fines et qui là dépendent beaucoup du métier observé. Et ce sont des informations assez utiles. On sait que selon les métiers, il y a des métiers pour lesquels on va exiger un diplôme très spécifique, très précis. Vous ne pouvez pas être infirmière ou être soignant sans avoir le diplôme qui convient. C'est souvent vrai dans les métiers de la santé ou du social, dans certains métiers du social. Il y a des métiers pour lesquels, au contraire, alors il y a des métiers pour lesquels on exige souvent un diplôme, mais ça peut pas être c'est pas nécessairement un diplôme très spécifique, mais c'est plus un signal de capacité à faire des études supérieures. Et puis il y a des métiers où on regarde de façon secondaire le diplôme et où on privilégie soit comme des compétences techniques dans le bâtiment. On ne regarde pas toujours le diplôme n'a pas toujours autant d'importance que par exemple l'expérience passée, mais on souhaite que vous ayez les compétences techniques pour faire le métier. Et puis il y a aussi des métiers où on va mettre en avant des compétences plus relationnelles, capacité à accepter des horaires décalés. Dans la restauration par exemple. Et donc tout ça, ce sont des informations maintenant que l'on collecte et que l'on étudie aussi. Et peut-être juste pour terminer peut-être cette introduction, ce qui me paraît important, c'est qu'on l'a dit, on a des mutations technologiques assez fortes, on a des mutations sociales avec le vieillissement, la dépendance. On entend énormément de choses sur l'impact de savoir sur les métiers. Vous lisez parfois X% des métiers vont être automatisés, vont disparaître demain, et le X va de 8-9% à 40%. Fondamentalement, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. On voit des tendances qui sont très fortes, qui sont très nettes. On voit des compétences qui arrivent, mais on n'en sait rien. Moi, je suis incapable de vous dire quels seront les métiers, les emplois très précisément dans 25 ans. Et ce qui est important, du coup, c'est de pouvoir être paré un peu à toutes les situations et donc d'avoir suffisamment de compétences qu'on dit transversales qui peuvent être réutilisées dans différents métiers, savoir gérer un projet, savoir organiser ses tâches, c'est des choses qu'on peut faire, non pas pour se préparer à changer de boîte tous les 2 ans, comme on l'entend parfois aussi, c'est pas du tout ça dont il est question, il y aura toujours des relations très long terme, mais pour savoir un peu, titre d'assurance, savoir qu'il y a des métiers qui vont bouger, il y a des compétences qui évoluent, et il faut être paré face à ça.
Merci beaucoup, Cyril Nouveau. Alors, on va se plonger dans deux secteurs, puisque nous avons le plaisir d'avoir deux représentants de secteurs très différents à cette table ronde. Pierre Blanc, vous êtes associé du cabinet Atling, donc spécialiste de la banque, et vous allez nous expliquer de votre point de vue, et vous allez nous raconter comment vous anticipez, vous, les métiers de demain dans votre secteur. Merci. Merci de cette invitation. Je suis très heureux, très honoré d'intervenir devant vous. C'est un sujet important pour moi aujourd'hui d'exposer un peu le résultat de nos travaux. Alors je vais avoir une présentation assez rapide, mais avec une partie un peu rugueuse au début, parce qu'on va revenir sur en fait un rapport qu'on a publié il y a un an et demi sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la banque. Donc vous me pardonnerez, j'ai le mauvais rôle aujourd'hui. Je vais reparler un peu de sujets un peu techniques, et puis je vais vous parler de la banque et de votre banquier. Alors je ne vais pas faire de prospective, mais je vais vous expliquer un peu quelles sont les transformations qu'on peut attendre dans ce secteur d'activité, qui est un secteur central et dont il est dit beaucoup de choses sur l'évolution des métiers. Alors pour revenir rapidement sur le sujet de l'intelligence artificielle, parce que quand même il faut donner une définition et un contour à la matière qu'on travaille. C'est le problème de la technique. On parle d'intelligence artificielle et des fois la technique nous oblige à être modeste par rapport aux propos. Bon, vous le savez tous, en fait, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est à la fois un sujet ancien et un sujet nouveau. Ancien parce que le terme a été consacré le 31 août 1955, ces 4 chercheurs qui finalement, c'est au moment du démarrage de l'informatique, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est à la fois ancien et puis c'est très nouveau parce que on en reparle beaucoup. C'est une matière qui a connu des hivers. Donc, dans lequel, finalement, on n'en parlait plus, on se cachait un peu quand on faisait de l'intelligence artificielle, et puis qui est revenu à la surface, notamment en 2012, et pas tant parce qu'il y a une machine qui a battu le meilleur joueur de jeu de Go, c'était plutôt en 2016, mais parce que en 2012, on commence à avoir des logiciels qui, en matière de reconnaissance d'image, ont des performances qui sont au moins égales, si ce n'est meilleures, que l'être humain. Et donc, c'est pas tant le sujet d'être moins bon ou meilleur au jeu d'échecs ou au jeu de Go, mais c'est surtout parce que la technologie aujourd'hui nous permet, sur des grandes masses de données, d'avoir des niveaux de technicité et de performance de manière très unitaire sur certaines fonctions, au moins égales, si ce n'est supérieures à celles de l'être humain. Et vous remarquerez que quand on parle d'intelligence artificielle et des logiciels, en fait, on utilise beaucoup de termes qui sont hérités de ce qu'on pourrait qualifier des fonctions cognitives. C'est-à-dire la perception, la reconnaissance, par exemple, le filtre, la conversation, tout ça sont des caractéristiques de l'être humain. Donc aujourd'hui, on est dans, on va dire, l'automatisation et l'informatisation du dernier étage de la fusée. C'est notre capacité finalement à pouvoir raisonner, notre capacité à pouvoir reconnaître des images, du texte. Et ça, ce sont des choses qui sont très concrètes et qui vont commencer à nous percuter. Donc, si je devais dire un point sur ce sujet-là, c'est que l'IA, c'est à la fois quelque chose de très connu. Les débats qu'il y a aujourd'hui sur l'emploi, sur le remplacement de l'homme par la machine, et ainsi de suite, ils existaient dans les années 50, ils existaient dans les années 70, dans les années 90, sauf qu'ils étaient dans des labos. Et aujourd'hui, avec ces outils-là, ils arrivent progressivement à nos oreilles et donc viennent nous percuter. Et donc on a été sollicité pour en fait faire une étude qui est la première étude sectorielle avec un niveau très approfondi sur l'impact de l'IA dans la banque, dans l'intelligence artificielle, en termes d'emploi et de compétences. Donc on a répondu sur les compétences, on n'a pas répondu sur l'emploi, je préciserai mon propos. Et donc ce que l'on a remarqué, premier point, c'est que en fait, dans le secteur bancaire, qui est un secteur assez spécifique quand même, parce que la banque, comme je le disais, c'est un secteur qui a été très tôt informatisé. On y arrive, Je vous parle d'intelligence artificielle, mais là on est dans un truc moins complexe. Donc je passe tout ce qui est... si j'y arrive. Voilà. Donc sur le constat, 4 points. Le premier, c'est que en fait, dans une banque, toutes les directions et tous les niveaux hiérarchiques sont impactés par l'IA. Pourquoi ? Parce que dès que vous avez de la donnée, vous avez et un peu d'historique, vous avez une capacité à pouvoir finalement glisser des algorithmes. Donc que ce soit des fonctions commerciales, que ce soit des fonctions opérationnelles, donc des fonctions commerciales de votre conseiller bancaire, qui soit en physique ou qui soit à distance, que ce soit le traitement des opérations, quand vous demandez des changements d'adresse, des cartes et autres, c'est traité par des personnes qui sont, entre guillemets, en back-office, ceux-là aussi sont impactés, et puis des fonctions plus transversales, mais qu'on retrouve dans d'autres entreprises, comme le marketing, les RH, la finance,
et puis des métiers un peu spécifiques, comme la conformité, par exemple, parce que le secteur bancaire est un secteur qui est très réglementé, donc il y a des gens qui contrôlent qu'on n'est pas en train de faire autre chose que ce qui est écrit dans les procédures. Ça, c'est le premier point. Donc 100%, que ce soit vertical et pour toutes les directions. Le deuxième sujet, c'est qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est aussi un des biais des études, tout à l'heure il a été évoqué les études qui faisaient mention de suppression, en tous les cas de destruction d'emplois et avec des pourcentages relativement élevés. Il y a des spécificités dans le secteur bancaire. C'est un secteur, tout le monde ne peut pas se déclarer banque du jour au lendemain. Vous ne changez pas de métier. Le secteur bancaire, c'est un secteur dans lequel il y a 3 métiers. C'est la loi de bancaire 84. Vous gérez un compte bancaire, des flux de paiement et puis du crédit. Vous n'allez pas demain faire du fret. Donc c'est des sujets dans lesquels la banque a vraiment des spécificités. Ce qui explique le troisième point, c'est qu'on nous a posé la question des nouveaux métiers de la banque. Alors pour nous, les nouveaux métiers, il faut donner une définition parce qu'on entend beaucoup de choses. Par exemple, 85% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Il faut vraiment avoir une approche sectorielle. Dans la banque, ce n'est pas le cas. Nous, on n'a pas trouvé de nouveaux métiers. On a trouvé des nouveaux métiers, mais en cohorte relativement faible. En gros, le job d'un banquier, il n'a pas changé. Ce n'est pas parce que vous avez un conseiller qui est dans une agence et un conseiller qui est au téléphone que le job du banquier a changé. Donc, il y a un déplacement des moyens de communication, mais dans le fond, le job n'a pas changé. Et donc, ce qu'on souhaitait dire et rappeler, c'est qu'il y a une transformation forte. C'est-à-dire que dans le 100%, il faut à la fois comprendre que c'est tous les niveaux hiérarchiques, toutes les directions et toutes les tâches. On vient de terminer, nous, une intervention dans un réseau bancaire. On a regardé le conseiller bancaire. 39 tâches, et toutes les tâches pouvaient être impactées par des outils à base d'intelligence artificielle. Que ce soit dans le job de conseiller, que ce soit dans le job de préparation des rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils peuvent extraire de la donnée et trier, que ce soit dans le job de restitution, mais dans des trucs tout simples. Les analyseurs d'email, on les utilise aujourd'hui tous. On a, je ne vais pas donner de nom, mais un conseiller bancaire, il reçoit entre 15 à 50 mails par jour. Aujourd'hui, vous avez des outils qui sont capables d'exploiter le contenu d'un email, de faire des propositions de réponse, voire de proposer des actions à suivre. Et vous imaginez que si sur 100 emails reçus, 75 sont traités de manière quasi automatique, parce que c'est quand même le conseiller qui appuie, nécessairement, ça dégage du temps. Donc vous voyez que dans cette approche-là sectorielle, s'il y a quelque chose à retenir, c'est surtout ne faites pas des copier-coller de pourcentage d'un secteur d'activité à l'autre. Probablement, on aura l'occasion d'illustrer avec le secteur automobile, mais on a regardé ce qui se passait dans le domaine de l'assurance. Les transformations sont fondamentalement différentes. Il y a des choses communes, mais il y a quand même des transformations. Le troisième point ou le quatrième point, c'est les compétences transversales. Je vais y revenir. On a regardé comment, en créant une banque fictive, avec tous ces outils, parce que les outils, quelque part, c'est aussi des dirigeants et des managers qui décident de les mettre en place. Et ces outils-là déplacent un curseur de tâches entre ce qu'est capable de faire la machine et ce que va faire le collaborateur. Donc je vais vous donner quelques points et je rejoins les propos qui ont été précédents. Et le dernier sujet, alors c'est un sujet qui nous tient à cœur. Vous savez que dans les établissements, enfin globalement dans les entreprises, et puis dans les établissements bancaires, il y a une DRH, Direction des ressources humaines. Donc on a créé un acronyme qui est une DRHM. On a rajouté le M à une DRH. Donc on n'est pas en train de dire qu'il faut fusionner la direction des ressources humaines et la direction informatique, mais on est juste en train de dire que ce sont des sujets suffisamment importants, parce que vous l'avez compris, c'est 100% en fait des tâches qui sont impactées, donc 100% des métiers à l'intérieur d'une banque qui sont impactés et 100% des directions. Donc ça concerne tout le monde dans un établissement bancaire. Et donc il faut que la direction des ressources humaines, elle n'arrive pas à la fin du match pour dire je vais former, je vais accompagner et ainsi de suite, mais il faut qu'elle soit intégrée très en amont. Alors je vais terminer par un point pour vous montrer un peu l'évolution des compétences. En fait, si tant est qu'on est en capacité de pouvoir la mesurer de manière aussi fine, et en prenant exemple sur le conseiller bancaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les fiches de poste. Vous savez, les fiches de poste décrivent en fait quel est votre job. Donc vous avez des activités et des compétences pour réaliser ces postes. On a, j'aurais dû le dire, mais on a travaillé, l'Observatoire des métiers de la banque est un organisme paritaire. Donc on a travaillé avec des représentants de la branche patronale et de la branche syndicale. On les a fait bosser l'été 2017 sur, en gros,
comment les compétences étaient sollicitées. Donc là, vous voyez la situation aujourd'hui des compétences en fait d'un conseiller bancaire, de votre conseiller bancaire dans un réseau bancaire. Et vous voyez que les compétences sont assez également réparties. Il y a des sujets sur lesquels ils sont moins sollicités. On ne demande pas à un conseiller bancaire de faire du reporting, hein. C'est ce qui est marqué en haut à gauche. On leur demande moins de faire étal de leur culture générale, économique et autres. Mais vous voyez, il y a des compétences métiers en bas. C'est tout ce qui est lié à la gestion du risque, le droit, la décision, le recul et la responsabilisation. Et puis il y a des compétences qui sont des compétences plus qu'on qualifierait de transversales, qu'on retrouve en amont, en haut, plutôt à gauche, entre le relationnel, technique commerciale, analyse, autonomie, procédure et autres. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé une banque fictive, donc on a mis tous les outils aujourd'hui disponibles en matière d'IA, et on a chargé ces outils-là avec un niveau de performance maxi. Je vous prenais par exemple l'analyseur d'email. On sait que quand on met en place un analyseur d'email, c'est un outil apprenant. Donc au début, il y a 40% de taux de satisfaction et de performance. Et puis progressivement, la machine apprend et se plante de moins en moins. Et donc, les propositions que fait un analyseur d'email sont meilleures. Et donc, on arrive à 75-80%. Donc on a créé une banque fictive. Ne prenez pas mes chiffres au pied de la lettre, en tous les cas la toile d'araignée que je vous présente. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est les déplacements. Alors je suis désolé, c'est pas peut-être très visible, mais vous voyez, il y a des lignes en turquoise qui se déplacent. Et notamment, vous voyez que sur la partie en bas à droite, on avait un tracé en pointillé blanc qui était les compétences métiers, et vous voyez qu'elles sont moins sollicitées. Elles reviennent plus vers le centre. À l'opposé, en haut à gauche, vous avez, je prends le sens de l'initiative, il était, on va dire, à mi-parcours par rapport au centre, et vous voyez que ces compétences-là seront plus appelées demain. En tous les cas, on demandera aux conseillers bancaires de faire plus preuve d'esprit d'initiative que de mettre en avant ces compétences métiers. On n'est pas en train de dire qu'elles disparaissent, hein, les conseillers bancaires vont continuer à avoir cette capacité à pouvoir faire des analyses financières et autres, mais en tous les cas, dans la relation et compte tenu des choix d'outils qui ont été faits. C'est un point qui est très important parce que souvent, on va beaucoup à la conclusion, donc on donne des pourcentages, mais le chemin pour y arriver, ce sont des décisions d'entreprise et des décisions de manager. Hein, ces outils-là, ils se mettent pas en place du jour au lendemain. Le chatbot, il n'arrive pas, il ne dit pas, tiens, je vais me mettre en place demain matin. C'est une décision d'entreprise et c'est une décision importante. Et donc, vous voyez qu'elles ont des conséquences, ces décisions-là. Donc, deux messages. Le premier, c'est que quand on parle de métier, il faut savoir de quoi on parle. Donc, nous, on avait pris comme sujet de parler du secteur bancaire. Et méfiez-vous des copier-coller. Hein. Surtout, ne prenez pas un pourcentage d'un métier et l'appliquez pas en tant que tel dans un autre métier. Mais après, il faut vraiment ouvrir le capot, et c'est le sens de ma dernière, et j'arrêterai là mon propos. On ne le voit pas, mais c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'avant de commencer à shooter des chiffres et à expliquer à droite à gauche, je passerai la parole à quelqu'un qui vient du secteur d'automobile, mais ce n'était pas du tout télécommandé, hein, ne croyez pas ça. C'est une photo que je reprends très régulièrement. Ce que je dis aux personnes qui nous sollicitent, que ce soit des personnes dans des secteurs d'activité, mais aussi des organisations syndicales, c'est très important de soulever le capot et de mettre les mains dans le cambouis. Parce qu'aucune situation et aucun métier n'est vraiment différent, et aucun secteur d'activité. Donc il est vraiment très important d'avoir ce message en tête. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Emmanuel Pérez, moi j'ai quand même une question sur votre banque fictive. En termes d'effectifs, elle est plus ou moins chargée, entre guillemets, qu'une banque aujourd'hui? Alors, quand on a fait cet exercice, c'est la partie la plus facile. Parce que la question que vous posez, il nous arrive d'être un peu impertinent, hein, chez Atling. Et donc, le titre de l'étude, c'était emploi et compétences. Donc, on a répondu à compétences et pas emploi. Parce qu'encore une fois, ça dépend des choix d'entreprise. Il y a des entreprises qui sont en phase de croissance et pour lesquelles la notion d'emploi n'a pas vraiment de sens puisqu'elles sont en pleine expansion. Le secteur bancaire est un environnement fermé. Ce qu'on perçoit, alors on a tous des expériences avec son banquier, donc moi je ne donnerai pas le nom du mien. Je pense que si on l'outille comme on l'a outillé là, peut-être qu'il s'occupera un peu mieux de moi. Alors moi peut-être, mon épouse certainement, et mes filles sûrement. Donc c'est une question qui est fondamentale, à laquelle je peux répondre dans un cercle plus fermé, notamment avec les dirigeants avec lesquels on travaille. Mais vous voyez, c'est toujours facile de vider la bassine et de dire et de fonctionner par moins. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on challenge, c'est notre capacité à mieux utiliser les données bancaires. Et on en a tous l'expérience. Hein. Notre banquier nous sollicite très peu, en fait. Il a beaucoup d'informations sur nous,
mais finalement, ils nous sollicitent un peu en retard, voire pas du tout. Et donc, probablement, et on le voit dans le secteur belge, globalement, ils ont à peu près une baisse des effectifs de 3, 4, 5% par an. D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant en Belgique, c'est qu'ils font des passerelles entre le secteur bancaire et le secteur de la santé, parce qu'ils considèrent que des compétences justement transversales pourraient être, moyennant formation, être réutilisées dans la santé. Donc effectivement, il y a une question d'emploi dans le secteur bancaire. Je ne peux pas vous donner, c'est facile sur Excel, mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, il y a une question d'emploi. De toute façon, vous le savez, hein. Il y a des banques qui ferment des réseaux d'agences et autres. Et puis, nous consommons la banque différemment. On va moins voir son conseiller physique et autres. Donc c'est une question de fond. C'est la question la plus importante. Faire la toile d'araignée, c'est pas le plus compliqué. C'est vraiment répondre à votre question. Donc je vous remercie d'avoir posé, mais je suis désolé, j'ai pas les éléments de réponse. On aura les réponses dans quelques années, hein, puisque l'intelligence artificielle va, comme vous le savez tous, s'installer progressivement et de plus en plus. Alors on se tourne vers un autre secteur qui est celui de l'automobile. Voilà, donc on en a fini avec la banque, on passe vers l'automobile. Donc Emmanuel Pérez, vous allez nous plonger dans ce secteur passionnant. Expliquez-nous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci du sujet, parce que la filière automobile a signé avec le gouvernement un contrat stratégique de filière au mois de mai, avec 4 axes structurants d'engagement réciproque sur les 5 années qui viennent. Et un des 4 axes est précisément l'anticipation des nouveaux métiers et des besoins en compétences compte tenu de tout ce qui se passe. Alors c'est pour vous dire que vous êtes au cœur de l'actualité. C'est un sujet très important, pas seulement finalement pour les institutionnels, mais pour les industriels, les entreprises et les salariés, puisque ça ne vous a pas échappé, on est dans un siècle passionnant où tout s'accélère, ça va très très vite, et finalement on ne peut plus travailler en silo, chacun de son côté, à dire moi je sais ce dont j'ai besoin, ce que je veux faire, patati patata, ou pire, je vais rester toute ma vie dans le même métier ou dans la même entreprise. Tout ça, ce n'est plus du tout d'actualité, ce sont des schémas qui explosent. Alors, la filière automobile, juste pour savoir, pour que je vous explique d'où je parle, si ça fonctionne, ou si vous voulez bien juste... voilà, juste pour que... Donc, d'où je parle, la filière automobile réunit les 2 grands constructeurs français que sont Renault et PSA, et les 4 grands équipementiers, c'est-à-dire ceux qui vont finalement fournir les pièces qui sont à l'intérieur des automobiles en France et dans le monde, que sont Forcia, Valeo, Plasticomium et Michelin. Ces 6 acteurs sont des leaders chacun dans leur métier, des leaders mondiaux, ce qui est quand même très important puisque effectivement l'industrie automobile française a été leader au XXe siècle. Et tout l'enjeu aujourd'hui, je vais vous décrire, c'est comment être toujours leader au XXIe siècle compte tenu de la totale révolution qui impacte le secteur. Aujourd'hui, ce sont 4000 entreprises, donc je vous ai parlé des 6 grands acteurs français, il y a quelques filiales d'acteurs internationaux, il y a aussi énormément de TPE, PME. C'est pour ça que la PFA, il y a également toutes les fédérations d'entreprises qui vont être sur différents métiers, donc on a les constructeurs, les équipementiers, la carrosserie, la plasturgie, le caoutchouc et également la mécanique. Et ce sont autant donc de métiers, d'entreprises de toute taille sur tout le territoire, même si on a une petite dizaine de régions en France qui sont très automobiles, mais donc c'est quand même un secteur, 4000 entreprises, 400 000 emplois, ça c'est pour l'industrie. Si on y ajoute les services, c'est-à-dire ceux que vous connaissez plus encore, que sont les garagistes, les concessionnaires, les blablacar, les loueurs, etc., vous doublez finalement le nombre d'emplois en France. C'est un secteur qui, justement, n'est plus tellement dans le cambouis, puisque c'est un secteur qui est très high-tech et qui investit 6 milliards d'euros en R&D par an, ce qui est quand même probablement un des premiers secteurs qui investit dans la recherche et le développement. Donc c'est totalement une industrie high-tech qui est confrontée, je vous le dis, à un certain nombre de disruptions. Et c'est donc la première filière qui est dépositaire de brevets en France. Alors, juste les 3 disruptions, et puis après on passera, 3 disruptions très importantes, c'est-à-dire qu'on a vécu finalement sur un modèle de l'automobile
qui a été plein de certitudes pendant le XXe siècle et qui nous a permis justement de construire nos leaders. Aujourd'hui, 3 disruptions. La première, la disruption environnementale, énergétique, technologique. C'est le fameux mix énergétique. C'est ce moteur thermique, donc essence ou diesel, qui était vraiment sur le diesel. La France a été très très leader en termes de technologie. Donc, compte tenu des contraintes environnementales qui s'imposent à tous, et les acteurs de l'automobile sont les premiers à être conscients de ces impacts, il y a effectivement une disruption technologique. Et donc on va passer de plus en plus d'un moteur thermique, alors je vous parle un peu techno, j'ai rejoint le secteur il y a 8 mois, mais vous verrez c'est assez simple quand même, à un moteur électrique qui est en réalité beaucoup moins complexe en réalisation et en ingénierie. Mais donc ça, alors il n'y aura pas que du moteur électrique, il y aura d'autres types de technologies, on est très attachés, mais en tout cas c'est la première disruption, elle est technologique, c'est-à-dire que le moteur qui a marqué tout le XXe siècle est complètement disrupté. La deuxième disruption, elle est, vous l'avez évoqué, digital, numérique, je ne sais jamais le très bon terme, mais c'est effectivement, là encore, nous, le véhicule autonome et connecté. D'abord, il est connecté, puis il sera autonome probablement d'ici 2030, on ne sait pas très bien, là encore, puis ça dépend de beaucoup de choses. Juste pour vous illustrer le bazar, c'est 100 millions de lignes de code dans un véhicule, c'est 7 à 8 fois plus que dans un Airbus. Donc une automobile, 100 millions de lignes de code pour être un véhicule connecté, voire autonome. Donc vous voyez bien que ça va devenir vraiment l'outil le plus... enfin, c'est même plus un outil finalement, c'est un ordinateur connecté sur roue. Et donc ça, c'est une disruption importante. Cette disruption digitale, elle impacte également les modes de production. C'est ce que vous entendez avec l'usine du futur, l'usine 4.0, c'est qu'effectivement, on est de plus en plus sur cette montée du digital dans la production. Et la troisième disruption, elle est sociétale, c'est vous, c'est nous, c'est effectivement, on a ces contraintes environnementales, on a en même temps une croissance de mobilité qui est évaluée à de l'ordre de 10 ou 20%, je ne sais plus, mais je vais vous donner le référentiel, ça va tout de suite vous donner une idée. D'ici 2030, une croissance de 10 ou 20% de la mobilité. D'ici 2030, c'est exactement ce que représente le poids des transports collectifs. Ça voudrait dire que d'ici 2030, il faudrait doubler toutes nos lignes de métro, toutes nos lignes de bus, toutes nos lignes de train, toutes nos lignes de tout. C'est impossible. Or, cette croissance de mobilité, elle est incontournable. Donc ça veut bien dire qu'il faut inventer d'autres façons de se bouger et de se mouvoir. Et donc là, ce sont les fameuses solutions de mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie automobile ? Ça veut dire qu'au XXe siècle, vous vendiez un outil qui était une automobile, qui était très souvent en plus un symbole d'anticipation sociale ou de statut social, surtout le symbole de la liberté. C'était un outil de liberté, l'automobile. Ça vous permet de vous déplacer quand vous voulez, où vous voulez. Et maintenant, on ne vend plus une automobile, on va vendre des solutions de mobilité. Donc ça impacte énormément. Alors, compte tenu de ces 3 disruptions très importantes, là encore, si on peut, voilà, on a travaillé avec l'Observatoire paritaire de la métallurgie, paritaire parce que, comme vous le disiez, il est très important quand on fait un travail comme celui-là, c'est-à-dire pour anticiper, il nous faut bien connaître et disposer de diagnostics partagés, d'une vision partagée, ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Parce que l'idée, quand on sort des outils comme cela, c'est pas de dire voilà ce qui va se passer, parce que là, je vous rejoins, personne ne le sait. Et puis celui qui vous dit qu'il sait, chapeau bas, mais à mon avis, il se plante. En revanche, c'est de se dire quels sont les référentiels qui pourraient être utiles à tous pour finalement éclairer les décisions. Et c'est ça qui est important, d'où l'importance de se mettre tous autour de la table. Donc c'est un travail très collaboratif qui est fait avec les organisations syndicales, avec les organisations patronales, avec de nombreuses interviews de personnes en entreprise, que ce soit les DRH, mais aussi les directeurs industriels, les directeurs innovation. C'est s'appuyer également sur toutes les bases de données qui sont à notre disposition, les BMO de Pôle emploi, les études de France Stratégie, c'est-à-dire que vraiment là, on utilise tout ce qui est disponible de façon à avoir vraiment la map la plus importante. Et puis également sur les scénarios d'évolution que nous faisons, nous, avec des économistes ou des industriels, c'est-à-dire compte tenu des disruptions que je vous ai données, effectivement, les industriels, comme on investit sur du 5, 10, 15 ans, on a des scénarios d'évolution, c'est-à-dire à horizon 2030, on vendra plutôt combien d'électriques, combien de thermiques, combien de hybrides, combien de ci, combien de ça, comment ça va se passer, comment va se positionner la Chine, parce que nous, on est dans un marché complètement globalisé, la Chine, comment Trump, les États-Unis. Enfin, donc on a des scénarios économiques aussi qui sont très importants pour que la réalité de ce qu'on va montrer
soit la plus documentée possible. Alors très concrètement, sur les emplois et les compétences, on part d'une cartographie de tous les métiers qui sont un peu emblématiques de la filière donc, qui existent, donc qui sont structurés, et ça je pense vous pouvez le trouver dans pas mal d'observatoires, mais c'est intéressant de dire on a des grandes familles de métiers qui sont liées plutôt aux fonctions ou à ce qu'on doit faire. Donc il y a toute la famille des métiers sur la conception, recherche. Donc ça, c'est en gros les ingénieurs. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sachez qu'on recrute 25 000 personnes par an. Très souvent, ça peut être soit, en effet, pour combler des départs à la retraite, soit ce sont des créations de postes. Et dans ces 25 000 emplois, là, 25 000 personnes, on est sur tous les niveaux de qualification. On recrute 8-9 000 ingénieurs, ce qui est quand même beaucoup, ce n'était pas forcément le cas il y a 30 ans, pour vous montrer aussi l'importance de la R&D, donc de recherche et développement dans l'industrie. On va recruter 6-7 000 techniciens, agents de maîtrise, donc on va dire les fonctions intermédiaires, et on va recruter 7-8 000 ouvriers spécialisés, et qui sont hyper importants dans l'industrie automobile. Donc ça, j'y reviendrai, mais effectivement, et on a des pénuries, on a des bassins d'emploi pénuriques, on appelle ça comme ça, c'est pas très joli, mais c'est pour vous dire qu'il y a des endroits où, en effet, on ne trouve pas les personnes. Mais parfois, ça peut être un endroit, ce ne sera pas le cas dans un autre, et c'est compliqué d'assurer la mobilité. Bref, alors on a cette grande fonction de conception-recherche, on a une autre fonction qui est la préparation, l'organisation, parce qu'on est donc dans l'industrie automobile, donc on doit préparer la production, la réalisation, l'installation et la maintenance, c'est-à-dire qu'on produit certes des automobiles, mais pour les produire, il y a des machines, et je peux vous dire que les machines sont quand même assez élaborées, donc il faut des gens qui soient capables de les installer et de les maintenir. Il y a évidemment la gestion et l'administration, et puis tout ce qui concerne l'achat, donc là, et la commercialisation. Et donc, à partir de cette cartographie, qui quand même vous permet de vous positionner, même vous, en termes d'intérêt, même si j'imagine que vous ne comprenez pas tout ce qu'il y a derrière les libellés des métiers, mais ça, c'est aussi l'histoire de la France, l'histoire du dialogue social, eh bien, nous avons dit, à partir de ça, qu'est-ce qui est important et qui doit être vraiment partagé, c'est de faire 3 cartographies, les métiers qui sont en recul, qui vont apparaître... Yes. Après, on verra ensuite, je vais commenter celle-là. Après, il y aura les métiers qui sont en transformation et les métiers qui sont en tension ou en développement. Et là aussi, vous verrez 3 cartographies qui, en fait, disent tout simplement que nous, il n'y a pas un seul métier qui ne bouge pas dans le temps. Alors ça, c'est pas nouveau en réalité, même vous, alors ceux qui, vous êtes encore lycéens, étudiants, donc vous ne le savez pas forcément, mais vous connaissez vos parents, ceux qui sont dans la salle un peu plus âgés, qui ont travaillé, personne... depuis plusieurs années, ne fait exactement le même métier. Le métier évolue en permanence. Si ce n'est que là, on assiste quand même à une accélération extrêmement forte de tout ce qui se passe. Et un exemple, juste pour que vous soyez convaincus, c'est Valeo, qui est un des grands équipementiers que je vous citais tout à l'heure. Son président disait il y a quelques semaines, écoutez, 50% des produits que nous vendons aujourd'hui n'existaient pas il y a 3 ans. Or, quand vous savez que pour concevoir un produit de la complexité de ceux que réalise Valeo, vous avez grosso modo 2 ans et demi. Ça veut dire que vous vendez des produits qui n'existent pas encore. Vous voyez à quel point on accélère. C'est-à-dire qu'avant, vous vendiez un produit que vous aviez déjà testé et mis sur le qui était capable d'être mis sur le marché. Là, vous vendez déjà presque des solutions. Alors, ces métiers en recul, vous allez voir, bon, décolleteur, c'est quoi? C'est très lié à la baisse du diesel. Ce sont donc, il y en a beaucoup dans la vallée de l'Arve, qui est très jolie, qui est du côté d'Annecy. Et donc, on va faire des petites pièces. Et là, c'est vrai que la vente du diesel en France a été divisée par 2 en 8 ans, avec une accélération, même pas en 6 ans, pardon, de 2012 à 2018, une accélération en 2018 très très forte, et cette accélération va se prolonger. Donc là, forcément, comme on est sur une industrie où il y a des grands donneurs d'ordre, des équipementiers et ensuite un certain nombre de fournisseurs, les décolleteurs sont assez impactés en raison de la baisse des volumes qui est liée au diesel. Les tôliers, parce qu'on va être de plus en plus dans de la robotisation, donc là, ce sont vraiment des métiers en recul. Opérateurs de production, caristes, sont ceux, vous savez, qui conduisent les petits camions là dans les usines, parce qu'on n'arrête pas de déposer plein de trucs partout, et des régleurs aussi, parce que là on voit bien l'impact du numérique. Tout ça pour vous dire que ces métiers-là, quand ils sont en recul, nous, la responsabilité qu'ont une branche
donc organisation patronale et syndicale, et a fortiori un employeur, c'est de dire, OK, ces personnels-là, qu'est-ce qu'on pourra leur proposer comme autre job? Et il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que le job ait disparu pour dire à la personne, désolé, voilà, ton job n'existe plus, salut, au revoir. Et donc, c'est en fait comment, en effet, en amont, on travaille avec ces personnes et vers quel métier on peut les faire évoluer. Et c'est tout l'enjeu des observatoires comme celui-là. Deuxième cartographie, c'est les métiers en mutation. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est pour que vous voyez bien. Donc là, les métiers en mutation, c'est de dire que ce sont des métiers dont on a toujours besoin, mais pour lesquels il faut de toute façon faire un effort de formation continue, professionnelle, important dans l'entreprise. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est forcément toujours très présent en France, parce qu'en France, il y a la suprématie du diplôme initial, parce qu'on avait tendance à être un peu toujours dans le même métier pendant toute une vie. Et donc là, c'est de dire, voilà, ces métiers-là, ils vont évoluer pour les 3 disruptions que je vous ai décrites, mais surtout, il y a la disruption digitale. Et donc, comment on accompagne les personnes et ces métiers et comment on les transforme. Et donc, il faut investir massivement dans le capital humain. Et c'est probablement pour ça que votre sujet, donc, qui est le mien, est majeur dans le contrat stratégique de filière. C'est que, effectivement, les dirigeants des entreprises de la filière se sont bien rendus compte que c'était un enjeu massif pour réussir la révolution. Et enfin, les métiers en développement et en tension à horizon 2020-2025, donc qui vont arriver. Donc là aussi, on ne parle pas forcément de nouveaux métiers, même si certains le sont, mais on est très modeste, parce que vous pouvez avoir un métier qui est nouveau dans votre filière, mais qui existe ailleurs. Donc là aussi, ce n'est pas la peine de se croire toujours le roi du monde. Et puis après, ce sont des métiers qui, parfois, comme vous le disiez tout à l'heure, peuvent être au niveau d'un labo, et puis finalement vont devenir vont se développer de façon massive. Donc on parle plutôt de métiers en développement et en tension. En réalité, il y a un certain nombre de nouveaux métiers. Alors on retrouve tous ceux que vous avez cités autour de l'intelligence artificielle, parce que vous l'avez compris avec véhicules autonomes connectés, les 100 millions de lignes de code, plus les usines du futur totalement connectées à l'extérieur avec des enjeux de sécurité et de sûreté fondamentaux. Là, c'est vrai que vous voyez le gros pavé sur conception-recherche, les ingénieurs électrochimie. Électrochimie, pourquoi? Parce qu'il faut mélanger, on n'est plus dans le thermique, on fait du véhicule électrique. Donc véhicule électrique, il faut faire et de l'électrique et de la chimie. Il faut faire aussi de la sûreté de fonctionnement, je l'ai dit tout à l'heure. Mécatronique, c'est pareil. On ne peut plus avoir que des ingénieurs mécaniques, il faut qu'ils fassent de l'électrique aussi, puisqu'on est sur des véhicules électriques. Les injecteurs plastroniques, c'est la même chose. Plasturgie, on ne peut plus faire du plastique tout seul. Le plastique, il est intelligent. Allez voir ce que fait Plasticomium. Vous allez avoir maintenant dans vos autos, justement, un certain nombre de choses qui sont dans la carrosserie, dans les plastiques, qui sont extrêmement... Donc vous voyez bien que là, tout ce qui est intelligence artificielle, big data, etc., c'est extrêmement important, plus l'électronique embarquée. Enfin, ça permet de répondre à toute l'innovation nécessaire pour continuer à être les leaders du 21e siècle sur l'automobile. Et ensuite, je dirais sur les autres fonctions, l'impact est essentiellement lié au digital et effectivement au fait que les usines vont devenir 4.0, qu'il va y avoir énormément de choses qui vont pouvoir être gérées en effet par l'IA, l'intelligence artificielle ou le digital. Pour autant, les hommes et les femmes sont absolument centraux au cœur des usines. Et la grande différence que l'on voit, c'est qu'en réalité, ils vont avoir des métiers de plus en plus polyvalents. Là où avant, vous pouviez avoir un métier très routinier, on va vous demander en fait d'être capable de faire plusieurs tâches. Et on le voit même sur une ligne de fabrication. Avant, vous aviez une ligne par modèle d'automobile. Donc finalement, l'ouvrier, il faisait toujours la même tâche. Alors parfois, on le changeait pour des questions d'ergonomie. Aujourd'hui, sur une même ligne de production, vous allez avoir plusieurs modèles qui vont s'enchaîner, ce qui était très très compliqué en fait à faire. Mais ce qui veut dire aussi que pour l'opérateur qui est sur une ligne de production, il va être de plus en plus en fait à devoir finalement changer de tâche selon ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'on est sur de la polyvalence. Alors juste pour conclure, pardon, oui. Mais voilà, ça vous donne. Donc on laisse le temps au débat. Ouais, les fondamentaux. Donc là aussi, c'est quand même très important que dans les compétences, il y ait les compétences techniques. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Quels que soient les métiers que vous faites, il faut des compétences techniques. Et en fait, les employeurs considèrent qu'elles doivent être acquises et il faut qu'elles soient bien comprises. Pour autant, ce qu'on voit très vite apparaître, et vous l'avez dit, c'est ce qu'on appelle les soft skills, donc tout ce qui est compétences transversales, qui sont
vos compétences comportementales, vos qualités personnelles, la capacité de parler en public, de travailler en équipe, de parler l'anglais, de savoir utiliser ça, pas seulement pour votre usage perso, mais dans un usage professionnel, parce qu'on voit qu'il y a une dichotomie entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et nous, l'enjeu maintenant, après cette étude, c'est de dire, OK, tout ce qui est fait là, et qui est un référentiel finalement pour les acteurs un peu initiés de la branche, que ce soit les DRH, les partenaires sociaux, c'est comment on le rend accessible aux dirigeants de PME, aux salariés, aux étudiants que vous êtes, avec un outil qui est très dynamique et interactif. Et donc c'est là où on travaille avec des startups pour avoir quelque chose qui permette aussi de mettre au fil de l'eau toutes ces informations à jour et disponibles. Pardon. Merci pour ces présentations. Alors moi j'ai évidemment plein de questions, mais je n'en poserai qu'une et après je vous donne le micro, parce que je suis sûre que tout ça vous interroge aussi. J'avais d'abord envie de demander à Cécile Joly ce que vous inspire cette tendance qui voudrait que nous soyons tous demain des entrepreneurs, voire tous ubérisés. Voilà, quel est votre sentiment là-dessus? Et vraiment, je vous donne le micro pour les questions suivantes. Je vais essayer d'être très rapide dans ma réponse pour vous donner le temps de réagir vous-même. Donc effectivement, une des évolutions de l'emploi dont on a peu parlé, c'est les évolutions statutaires. Avec, on nous dit, une baisse du salariat, c'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est plutôt un maintien du salariat qui reste la forme la plus majoritaire de recrutement et d'être dans l'emploi. En revanche, on a des parcours qui peuvent être beaucoup plus heurtés qu'auparavant. On a effectivement une tendance dans l'économie aujourd'hui à la plateformisation qui ne concerne pas seulement les applis que vous utilisez de livreurs ou de chauffeurs, mais qui concerne aussi aujourd'hui un certain nombre de plateformes d'indépendants. Et donc on a beaucoup d'entreprises qui disent effectivement que dans l'avenir, elles vont utiliser cette flexibilité de l'emploi. Et on a beaucoup plus d'indépendants aujourd'hui qu'hier, qui sont des indépendants qui ne sont pas des indépendants traditionnels. C'est pas des avocats, c'est pas des médecins, c'est pas des agriculteurs. Mais ce sont des gens qui vendent leur force de travail, mais ça va être beaucoup des gens qualifiés, ça va être des formateurs, ça va être des algorithmeurs, ça va être des graphistes qui n'ont pas d'outils de travail très coûteux et qui peuvent travailler de chez eux ou d'ailleurs. Et donc ça, c'est une tendance qui se développe et qui n'est pas seulement une tendance qui se développe du fait des entreprises, mais qui se développe aussi parce que les individus désirent plus d'autonomie, mais ce n'est pas encore quelque chose qui statistiquement est massif et qui pourrait faire craindre que demain nous soyons tous ubérisés pour une raison majeure que vous avez dit tout à l'heure, c'est que nous avons des tensions sur certains métiers en particulier et qu'une manière de fidéliser les gens, ce n'est pas de les mettre dans la précarité. Merci beaucoup. Normalement, il y a un micro qui se promène dans la salle et on est tout disposé à répondre à vos questions, interrogations, remarques là-haut. Qu'est-ce que fait aujourd'hui Pôle emploi pour orienter les chômeurs vers des formations qui mènent à un job ou pour les aider à être mobiles? Alors, je répète la question pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Qu'est-ce que fait Pôle emploi aujourd'hui pour aider les chômeurs à s'orienter vers les bonnes formations? Oui, alors, deux choses. Tout d'abord, la première question, sur les formations, Pôle emploi agit en deux étapes. Par Pôle emploi achète des formations et dans un deuxième temps, en effet, une fois qu'il a acheté un certain nombre de places de formation, va proposer ces formations aux demandeurs d'emploi en fonction de ce qu'il estime utile. Et c'est là que vous avez parfaitement raison. Un enjeu essentiel, c'est que ces formations qui sont proposées puissent permettre, la plupart du temps, de déboucher sur des emplois, d'accroître les compétences du demandeur d'emploi pour lui permettre aussi de répondre à des besoins locaux. Et alors c'est là que je disais tout à l'heure que pour ça, on a différents éléments. On a l'enquête sur les besoins main-d'œuvre que j'évoquais, nous dit métier par métier, bassin d'emploi par bassin d'emploi, les métiers sur lesquels
on identifie une difficulté de recrutement et des projets importants. Alors après, ça nécessite une analyse plus profonde, hein, parce que des difficultés de recrutement, ça peut être lié en effet au fait que l'employeur ne trouve pas sur le territoire de candidats ayant les compétences nécessaires, et donc la formation peut être une solution, ou la mobilité. Ça peut être aussi lié au fait qu'on a un secteur où il y a un turnover très important, et même s'il y a beaucoup de candidats, le fait de devoir toujours réembaucher pose des difficultés. Ça peut être lié au fait que les conditions de travail dans le secteur sont extrêmement difficiles, et donc il y aurait des candidats avec les compétences, mais on n'en trouve pas qui pour cela. Donc voilà, donc ça c'est l'un des axes. On utilise cette information statistique sur les métiers pour lesquels on a des difficultés de recrutement sur un bassin d'emploi. On utilise également les taux de retour à l'emploi qu'on observe les années précédentes pour telle formation. Donc on sait que sur tel territoire, telle formation donne plutôt en général les taux de retour à l'emploi importants que sur telle autre formation. En revanche, on va trouver des taux plus faibles. On étudie les compétences demandées par les recruteurs dans les offres. Et donc, on a, très concrètement, on a mis à disposition des agents de Pôle emploi qui sont chargés de faire ces achats de formation, puis c'est également un outil qu'on met à disposition des autres instances qui achètent des formations, des régions par exemple. Un outil qui rassemble tous ces éléments statistiques. Et ensuite, aux acteurs locaux qui connaissent leur bassin d'utiliser ça. Il n'y a pas de mécanisme pour avoir une vision plus claire des besoins et sur leur territoire et des formations qui peuvent déboucher. Et puis ensuite, la prescription aux demandeurs d'emploi, ça c'est dans la relation entre le conseiller et le demandeur d'emploi, dans le diagnostic qui est fait de sa situation, dans le bilan de compétences qui peut être réalisé et qui permet de définir ou de faire évoluer un projet professionnel qui peut nécessiter à un moment une formation. Donc voilà sur la partie formation. Merci monsieur pour votre question, merci Cyril pour la réponse. D'autres questions dans la salle? Madame. Merci beaucoup. J'avais une question en fait en lien avec ce ressentiment de certains, je pense, qui porte sur l'inadéquation entre finalement les formations des jeunes et l'offre d'emploi existante. Est-ce que déjà ce ressentiment est concret et quels sont les mécanismes concrets justement qui existent pour faire ce lien entre le monde de l'entreprise et donc ces évolutions à venir et la formation justement des jeunes pour qu'ils puissent répondre à ces évolutions dans l'avenir? Alors, vaste sujet qui dépasse peut-être un tout petit peu le cadre de notre table ronde, mais oui, je pense que vous pouvez essayer de répondre à ça. Bon, effectivement, on a une question pas nécessairement. L'inadéquation de la formation et des métiers, c'est quelque chose qui est traditionnel, Cyril l'a dit. D'une manière générale, les gens n'exercent que très rarement, finalement, de fonctions qui sont liées à leur spécialité de formation. Donc, c'est la moitié des gens à peu près. Donc, c'est une donnée. Après, on a des problèmes d'orientation qui ne sont pas des problèmes de formation. Je pense que vous voulez parler de ça aussi. Et où donc, effectivement, et ça va valoir pour des jeunes qui vont être à Pôle emploi ou des jeunes qui sont en formation initiale et qu'on va orienter vers des métiers qui vont pouvoir être des métiers en déclin après. Donc ça a été le cas par le passé. Ce sera sans doute le cas à un moment donné ou à un autre. Parce que, comme on l'a dit, ce qui est important, c'est d'avoir non seulement des compétences, mais un niveau de qualification, puisque c'est ça que les entreprises regardent, c'est le signal, et que surtout, il faut avoir quelque chose qui permette de se former et de continuer à se former. Alors, le gouvernement fait un gros effort en ce sens, aujourd'hui, et fait un gros effort financier en particulier, à l'égard des publics jeunes, qui sont les publics jeunes les plus éloignés de l'emploi, donc qui sont les jeunes qui sont sortis sans diplôme, qui sont ni en formation, ni en emploi, et qui parfois ne cherchent même pas de travail, donc ils sont vraiment découragés, pour effectivement les amener non pas seulement à se former, mais à les accompagner dans un projet, puisque effectivement on peut avoir des difficultés
qui ne sont pas seulement un niveau de formation, et puis avec effectivement en fonction des origines sociales, des difficultés de vie de chacun, qui peuvent être très lourdes pour certains d'entre eux, ils vont avoir du mal à rebondir, et du coup on a un investissement à travers le plan d'investissement dans les compétences du gouvernement en ce sens, et qui est très très axé, et Pôle emploi est contributeur net. Pierre Blanc, c'est une question qui vous inspirait aussi. Oui, rapidement, c'est une question, en fait, comme l'a dit Cécile, qui est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est une question qui date d'hier, et de très longtemps. Je vous engage à regarder un TEDx Casablanca 2010. Il y a un speaker qui explique en quoi, finalement, ce qu'il a appris à l'école lui servait assez peu dans la vie professionnelle. Et moi, je me suis posé la question aussi quand j'ai commencé à bosser. Et finalement, ce qui m'a servi, c'est des trucs qu'il y avait un peu autour, et ça revient au sujet qui nous relie tous les uns les autres, c'est sur la montée en puissance de ces compétences dites transversales. Il faut vraiment que vous regardiez les publications de France Stratégie sur ce sujet-là, et sur la déclinaison de ces compétences. Je vous ai montré, moi, une toile d'araignée de déformation des compétences. C'est facile à faire, mais ça pose 3 questions. La première, c'est comment on fait pour accompagner, en fait, des collaborateurs. La banque, c'est 370 000 personnes en France, globalement, à peu près 50% dans un réseau bancaire. Donc vous avez à peu près 190 000, 200 000 personnes dont il faut se préoccuper de la projection, parce que là, il n'y aura pas de nouveaux métiers. Dans la banque, je vous ai dit, c'est un secteur qui est assez fermé. Donc il faut voir comment vous les accompagnez. Il faut voir comment vous recrutez. Parce que recruter quelqu'un qui a fait des études financières, c'est pas pareil que recruter quelqu'un qui a des compétences transversales. Et puis quand on parle d'accompagnement, c'est quoi ces compétences et comment on les amène, créer de l'autonomie, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc autant une compétence métier, on sait, entre guillemets, la sanctionner entre guillemets, par un diplôme, et on sait c'est acquis, pas acquis. Quand on est dans des compétences transversales, on rentre dans une matière qui est beaucoup plus compliquée. Donc je vous engage à jeter un œil sur ce TEDx. Le gars, il fait une performance, et en plus, il est très, très, très marrant, mais vous verrez, il y a 4-5 qualités qu'on vous demande dans la vie professionnelle et qui reviennent sur les compétences transversales, et que l'école et la formation nous réduit ou nous restreint, en tous les cas. Voilà. Merci beaucoup. Encore une question dans la salle? J'avais vu des mains tout à l'heure. Oui, madame. Bonjour, merci. Une remarque, vous parliez tout à l'heure des compétences transversales, et c'est vrai que je vous rejoins complètement sur cette difficulté à les repérer. Et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être l'enjeu pour les entreprises, c'est de modifier leur manière de recruter. Et là, peut-être que les branches et les organisations professionnelles, patronales notamment, ont un rôle important à jouer, c'est d'accompagner, et notamment le tissu de PME, TPE, qui sont souvent dépourvus quand le recrutement est venu, si je puis me permettre. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas en leur sein de compétences à recruter. Et ils ont des outils assez classiques. Et je dirais que les compétences transversales passent au travers des mailles du filet. Et je pense que là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi bien de la part de Pôle emploi que de ceux qui sont en charge d'accompagner les PME au niveau des recrutements pour justement plus facilement repérer ces compétences transversales. Parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, elles sont totalement non repérées et non utilisées, sous-utilisées à un moment donné. Voilà, merci. Merci madame. On va prendre, avant de répondre, juste la question de monsieur là-haut qui sera la dernière, et allez-y. De toute façon, juste sur cette question, effectivement, alors là, c'est plus l'inadéquation entre l'offre de formation et les métiers, mais ce serait presque entre
la nécessité d'être agile dans son métier et la réalité de ce que souhaitent les personnes pour un équilibre de vie professionnelle et vie privée. Alors cet équilibre vie professionnelle, vie privée, il est au cœur des entreprises. Et on a quand même évidemment des conventions collectives, des temps de travail et des équilibres de vie et de qualité de vie au travail qui sont des enjeux majeurs. Ça l'est d'autant plus que justement, plus vous allez digitaliser et avoir ces organisations assez agiles, plus vous devez être extrêmement attentif à la qualité de vie au travail, parce que finalement, les hommes et les femmes qui sont dans les usines sont extrêmement importants. Donc, et il faut qu'ils soient en très bonne forme. Donc après, ce sont des aspirations personnelles. Dans l'automobile, ce que je vous ai montré aussi, c'est la diversité des métiers. Il y a 400 000 salariés, donc vous voyez, tout le monde ne fait pas tout, et Dieu merci. Ce qui est important, c'est pour ça que je revenais quand même sur les fondamentaux, c'est qu'à chaque fois vous ayez des repères et que vous sachiez à quoi vous êtes utile, et quels sont les objectifs que poursuit l'entreprise, et à quoi vous contribuez. Finalement, la promesse que fait l'industrie automobile quand elle va voir les jeunes, que ce soit les bacs pro, les lycées pro ou les ingénieurs, c'est de dire vous allez contribuer à construire les solutions de mobilité de demain avec un certain nombre de contraintes. Et finalement, on a aussi bien des profils qui vont être des ingénieurs, des mécaniciens, mais vous allez aussi avoir beaucoup donc de data scientists où il y a assez peu de formations en France, sont beaucoup d'autodidactes. Vous allez avoir des nés, donc ceux qui ont l'odorat, parce qu'en fait aujourd'hui la question c'est qu'est-ce qu'on va vous proposer dans un cockpit d'automobile ou de véhicule, et on a des nés, on a des acousticiens, on a vraiment tout type de profil. Et ensuite, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que effectivement, on n'aura plus de métiers routiniers comme vous pouviez l'avoir à certaines périodes du XXe siècle. Je ne suis pas sûre que de toute façon la génération montante soit une génération qui attende des métiers routiniers. En revanche, qu'elle soit attachée à sa qualité de vie, à son équilibre de vie professionnelle et vie privée, c'est une évidence. Qu'elle soit attachée au sens de sa contribution, c'est une évidence. Après, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une génération, vous pourrez me contredire, vous êtes extrêmement lucide, c'est-à-dire que vous savez que le monde, il est bon et il est mauvais, il a des bons côtés et des mauvais côtés. Vous donnerez des choses à l'entreprise, vous n'en donnerez pas certaines autres, vous attendrez des choses de l'entreprise, et si l'entreprise ne vous les donne pas, vous partirez. Et aujourd'hui, le sujet, et je rejoins votre question, c'est on a une bataille des talents. Juste pour revenir sur les compétences transversales, les dirigeants de TPE, PME sont extrêmement sensibles aux compétences transversales parce que finalement, ils vont recruter une personne encore plus que finalement dans les grandes organisations où vous pouvez avoir un process de recrutement qui est siloté. Et donc, eux, c'est vraiment une personne qu'ils vont recruter. Et s'ils sentent que la personne, elle a envie, elle veut faire, elle est passionnée, elle a envie d'apprendre, ils prennent. Et ensuite, avec la nouvelle loi Choisir son avenir pro, on a aussi beaucoup simplifié la possibilité de former en situation de travail. Parce qu'avant, vous deviez former à l'extérieur, toujours. Ce qui veut dire très concrètement, et vous l'avez vu avec cette accélération, les entreprises de plus en plus vont former dans l'entreprise. Parce que justement, pour que ce soit le plus juste possible avec les besoins dont ils ont. Et c'est d'autant plus important que chacun ait son bagage, justement, comme vous le disiez, qui va faire toute sa personnalité, qui peut être un petit peu éloigné du travail qu'il va faire, mais qui va permettre d'accroître ses compétences. Alors, il est presque temps de conclure, mais avant de vous libérer complètement, j'ai une question à la fois très simple et très compliquée à poser à chacun de nos intervenants, qui vont en plus devoir répondre en une phrase. C'est quel est le conseil qu'il vous donnerait à vous, les jeunes qui êtes dans la salle et qui rentrez dans quelques années sur le marché du travail? Voilà. En une phrase à chacun d'entre vous. Soyez gourmands. Moi, je vous dirais, soyez gourmands. Prenez, butinez, et soyez gourmands et pas d'a priori. Pas d'a priori, parce qu'effectivement, tout passe tout bouge très vite. Et je vous dis, moi, j'ai découvert l'industrie automobile il y a 8 mois et je suis scotchée. Et je sais que c'est vrai pour plein d'autres secteurs. Merci. Soyez gourmands et exigeants. Merci, Emmanuel. Alors moi, je dirais un peu sur le même thème. Comme de toute façon, vous allez apprendre à apprendre, vous êtes déjà en train d'apprendre à apprendre, que vous allez changer de métier, commencez par celui que vous préférez. Pierre Blanc. Moi, c'est la curiosité. Donc, ce que vous apprenez, la formation et compagnie, c'est toute la vie. Donc, soyez curieux, butinez, regardez, ouvrez, voyagez. C'est ça c'est la clé. Et le mot de la fin, Cyril Nouveau. J'irai un peu dans le même sens que les interventions précédentes. Ne vous auto-censurez pas.
Merci beaucoup, merci à tous. Merci.